profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. J'ai grandi en Écosse et j'ai vu dans les collines brumeuses quelque chose d'inexplicable. L'Écosse est l'un de ces endroits qui semblent ne jamais pouvoir être simples ou résumés en quelques mots. Bien sûr, on peut essayer. Les touristes le font certainement. Tartan, alcool et accent fort. Mais j'ai vécu ici toute ma vie et je n'ai jamais porté de tartan ni bu, même si je suppose que mon accent est assez fort. En réalité, c'est comme la plupart des endroits dans le monde aujourd'hui. Un mélange étrange de traditions et d'efforts pour être à la pointe du monde moderne. Mais il y a une chose qui semble vraiment persister dans le pays, c'est la peur. La peur de la campagne, la peur des collines, la peur des falaises, la peur des forts courants de la mer, la peur de la conscience que le monde là-bas est un endroit dangereux. La peur nous a également suivis dans les villes, l'une des formes les plus simples étant d'être poignardé par l'un des gangs notoires de la côte Est. Mais après avoir grandi, je dirais que c'est la peur de la campagne qui persiste le plus. Ce monde très vieux et plein de magie et de ghouls, dont il est si facile de rire quand on est assis à la maison. Mais là-bas, dans les Landes, c'est le genre d'endroit où l'on peut vraiment commencer à croire à ces vieilles histoires. J'ai grandi à la campagne, dans l'une de ces maisons isolées des Highlands, où pour se rendre, il faut emprunter les routes les moins fréquentées possibles, avant de tourner sur un chemin pratiquement caché qui s'enfonce dans les forêts sauvages. À bien des égards, c'était un endroit où il faisait bon grandir. Il y avait peu de circulation, et mes parents n'avaient donc pas à s'inquiéter des problèmes habituels de la ville. Il y avait beaucoup d'espace pour élever des animaux de toutes sortes, et un vaste terrain de jeu qui s'étendait sur des kilomètres. Il y avait quelques inconvénients, bien sûr. Un long trajet aller-retour entre la maison et l'école chaque jour. Encore plus long lorsque je suis passé au secondaire. La connexion Internet est plutôt merdique, lorsque nous l'avons enfin eue, et la source d'électricité est capricieuse. Nous avons appris à jouer à des jeux de société pendant les coupures d'électricité. Mais une chose que j'aimais dans notre maison, c'était son emplacement, au pied d'une colline escarpée. Mes parents étaient des randonneurs enthousiastes et même si, lorsque j'étais petit, je me plaignais d'être traîné, j'ai vite attrapé le virus de la marche. Pour faire une bonne promenade, il nous suffisait de prendre le sentier qui partait de l'arrière de notre maison et qui montait, et de le suivre tout simplement. Très vite, les arbres s'éclaircissaient et nous avions une vue fantastique sur le paysage. C'était aussi le genre de collines proches de plusieurs autres d'un côté. Le genre de collines qui semblent se fondre les unes dans les autres et qui se profilent de manière intimidante, bordant la vue depuis la fenêtre d'une voiture sur le long tronçon de route en direction d'Inverness. Et si vous aimez marcher, vous adorerez ces collines. Bien sûr, mes parents ont toujours été prudents quand j'étais petit. C'était vraiment le genre d'endroit où on ne voudrait pas qu'un petit enfant se promène tout seul. Mais une fois que j'ai été plus grand, j'ai été autorisé à sortir tout seul, en promettant de m'en tenir au sentier indiqué et de ne pas aller trop loin. Je pense que c'est la même chose dans votre pays, mais les enfants n'écoutent jamais vraiment leurs parents, n'est-ce pas ? Bien sûr, en grandissant, mes parents sont devenus beaucoup plus laxistes en ce qui concerne les règles, et ont estimé que j'étais capable de me débrouiller tout seul. Et en général, j'ai eu de bonnes expériences à flanc de colline. J'ai découvert ce que je ne peux décrire que comme la gloire de la marche, la sensation d'être complètement isolé et de ne faire qu'un avec la nature, l'immensité de tout, le fait de savoir que le chemin que je suivais était un chemin que les gens avaient emprunté il y a de nombreuses générations. Mais je suppose que cette histoire concerne les mauvaises expériences que j'ai vécues là-haut. Aussi beau que soit le paysage, il y a autre chose en Écosse. Le temps est aussi imprévisible que nos propres tempéraments. Une fois, alors que j'avais environ 9 ans, j'en avais assez de regarder la télévision, et j'ai décidé de sortir me promener, en emmenant l'un de nos 3 chiens, Penny, un border collie, et j'ai erré sur le flanc de la colline. Je me dirigeais vers cet amas de rochers que j'avais surnommé Stonehenge, mais qui était en réalité un ancien cairn qui avait été renversé et dont les pierres avaient été éparpillées au hasard. C'était un peu à l'écart des sentiers battus,
mais pas trop loin de la zone de sécurité. J'aimais bien aller là-haut pour jouer à être un néandertalien ou un ouvreur de tombes. Je ne me souviens plus des détails. Mais ce dont je me souviens, c'est que j'étais tellement pris dans mes imaginations et mes jeux que je ne me suis pas rendu compte que le temps avait pris une mauvaise tournure et qu'un mince voile de brume s'était installé et devenait de plus en plus épais. Je l'ai remarqué, et même si je commençais à avoir des doutes, je pouvais toujours voir le sentier. Alors j'ai haussé les épaules et j'ai continué à jouer. L'instant d'après, Penny a aboyé bruyamment, et je me suis tourné vers elle pour voir pourquoi elle s'était mise dans tous ces états. Mais en me retournant, je l'ai vu se diriger vers moi à toute vitesse, les dents serrées. Quand un chien se précipite sur vous, comme s'il était sur le point d'attaquer, c'est assez effrayant, surtout quand on est si jeune. J'étais encore gelé, essayant de comprendre où je devais courir quand Perry avait déjà sauté sur moi, me faisant basculer. Et je suis tombé dans l'espace entre deux des plus grosses pierres. Heureusement, je ne me suis pas ouvert le crâne sur une pierre. Mais la chute était suffisamment effrayante et je me suis recroquevillé en gémissant, convaincu que ma chienne s'était retournée contre moi et qu'elle allait me déchirer en lambeaux. Elle planait au-dessus de moi, ses dents à quelques centimètres de mon cou, mais au lieu de les tendre, elle continuait à grogner contre quelque chose qui n'était pas moi. Elle a aboyé, et j'ai senti son poids se détacher de moi, furieuse contre quelque chose que je ne pouvais pas voir entre mes doigts. Je suis resté immobile pendant je ne sais pas combien de temps, mais j'ai eu l'impression que c'était une éternité. Enfin, elle cessa de paraître sur le point d'attaquer et revint vers moi, me léchant timidement le visage. Je pris mon courage à deux mains et me mis à genoux avant qu'elle ne m'éloigne de l'endroit où elle s'était postée. Je me levai et me dirigeai vers le chemin. Et Penny resta à mes côtés, toujours mal à l'aise. Elle se détendit un peu lorsque nous rencontrâmes le sentier piétiné, mais lorsque je trébuchai rapidement vers la maison, mes jambes frôlaient toujours son flanc à chaque pas. J'ai dû m'expliquer avec mes parents quand je suis rentré, mais ils étaient habitués à ce que je sois un peu sale et griffé quand je jouais dans la forêt. J'ai mentionné à quel point Penny s'était mise sur la défensive, mais nous avons tous fini par l'écarter en pensant qu'il s'agissait peut-être d'un mouton égaré contre lequel elle avait grogné. La deuxième expérience que j'ai vécue s'est déroulée quelques années plus tard, à l'âge de 15 ans. C'était l'âge où je passais probablement le moins de temps à l'extérieur pour me promener, car j'avais été happé par le monde de l'Internet et j'étais en mesure de communiquer avec mes amis de manière relativement bon marché à la maison, ce qui m'enthousiasmait beaucoup. Bref, ce samedi-là, Internet était tombé en panne et j'étais devenu de plus en plus furieux. J'ai extériorisé ma frustration en criant à mes parents à quel point il était horrible de vivre si isolé. Et à la manière typique d'un adolescent, j'ai quitté la maison en claquant la porte. Sachant qu'il risquait de me suivre sur la route de la civilisation, j'ai pris la direction opposée et j'ai grimpé le long de la colline. Lentement, ma frustration a diminué à mesure que j'évacuais ma colère par l'exercice physique, et je me suis surpris à sourire en regardant la vue que je n'avais pas vue depuis des mois, ayant oublié à quel point la marche était glorieuse. Alors, au lieu de rentrer chez moi d'une humeur beaucoup plus raisonnable, j'ai décidé de profiter de la campagne cet après-midi-là, et j'ai commencé à errer sur le flanc de la colline. À cet âge, je connaissais la région mieux que la plupart des gens ne connaissaient leur ville natale, et j'aurais pu trouver le chemin du retour au milieu de la nuit. J'ai grimpé jusqu'au sommet d'une colline avant de redescendre et de remonter jusqu'au sommet suivant. En regardant dehors, j'ai vu que le temps se gâtait à nouveau et j'ai pris le chemin du retour. Alors que je rentrais, une étrange combinaison de brume et de nuages a commencé à se déployer, masquant le sommet de ma vue et descendant par vagues le long de la colline. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me sentir bizarre. J'ai ressenti une sensation étrange, un picotement dans la colonne vertébrale, si vous me permettez ce cliché. Et mes pas, bien qu'habituellement forts et réguliers, m'ont semblé incertains. J'ai dévalé la colline aussi vite que possible avant de jeter un œil au paysage qui m'entourait et qui était maintenant particulièrement obscurci. C'est alors que j'ai vécu l'expérience la plus terrifiante de ma vie. Aussi stupide et typique que cela puisse paraître, j'ai ressenti du doute. Un doute sur l'endroit où je me trouvais. J'en avais une vague idée, mais je me demandais si j'étais vraiment là où je pensais être. Comme je l'ai déjà dit,
Je connaissais si bien cette colline que ce moment de doute m'était complètement étranger. J'ai alors fait ce que n'importe quel adolescent de 15 ans ferait dans une telle situation. J'ai paniqué. La panique aveugle est l'une de ces choses dont on a honte ou que l'on ne comprend pas vraiment en tant qu'observateur, mais c'est ce que j'ai vécu là-haut. Tout est devenu si silencieux et tout ce que je pouvais entendre, c'était les battements de mon cœur. Mes respirations sont devenues irrégulières, superficielles. J'inspirais trop peu, j'expirais trop. Le monde de mon enfance avait disparu et je me trouvais dans un endroit que je ne connaissais pas et dont je pense ne jamais pouvoir m'extirper. Il était assez fréquent que des personnes se perdent dans les Highlands, qu'elles s'égarent dans les collines, qu'elles se blessent ou qu'elles ne trouvent pas d'aide. Les gens se perdent dans les bruyères et tombent dans une tourbière, incapables d'en sortir. C'est une triste réalité, mais on s'y habitue. Nous recevons beaucoup de touristes dans notre région et il arrive souvent qu'ils disparaissent. Le nombre de tasses de thé que nous avons servies aux équipes de secours est incalculable et il est triste de constater que nous semblons avoir adopté une attitude extérieure, que nous sommes un peu insensibles et que nous pensons plutôt que les touristes sont un peu idiots de s'être perdus là-haut et de ne pas avoir suivi les sentiers. Mais à ce moment-là, j'ai vraiment cru que moi, je n'allais pas rentrer chez moi. Alors j'ai craqué et j'ai couru. Peu importe que les larmes obscurcissent ma vision, que les nuages brumeux soient plus épais que jamais ou que je n'ai aucune idée de l'endroit où je courais, je me contentais de courir aussi fort que je pouvais. Je n'allais pas me mettre en boule et mourir de froid, et pour une raison ou une autre, j'espérais que si je courais suffisamment longtemps en descente, j'atteindrais à nouveau une forme de civilisation. Mais cela dépendait entièrement de la colline sur laquelle je me trouvais. J'ai trébuché en essayant de ne pas tomber, bien que je sois sûr de m'être tordu la cheville en labourant le terrain inégal, jusqu'à ce que finalement, je tombe. Et j'ai crié, un vrai cri complètement incontrôlable, alors que je tombais violemment sur le sol. Je me suis cogné le visage contre quelque chose de dur et j'ai crié à l'agonie. Je me suis tâté le visage et j'ai découvert avec effroi une substance chaude et collante sur mon visage. Je l'ai essayé du mieux que j'ai pu et j'ai plissé les yeux pour voir sur quoi j'étais tombé. J'ai failli pleurer de joie lorsque j'ai réalisé que j'avais dû trébucher sur l'un des rochers de Stonehenge. J'ai été soulagé de savoir que je me trouvais sur un de mes sites les plus visités. Et j'avais en tête les instructions pour rentrer chez moi. Même si c'est un peu pathétique de l'admettre, j'ai rampé jusqu'au chemin et j'ai pleuré de soulagement lorsque je l'ai atteint. J'ai continué à ramper pendant une bonne partie du chemin, trop effrayé de me lever et de voir le monde se refermer autour de moi, avec la brume qui m'envahissait de toutes parts. J'ai finalement réussi à me relever une fois que j'ai atteint le sentier le plus boueux de la forêt. Mes parents étaient morts d'inquiétude lorsque je suis rentré et m'ont rapidement conduit à l'hôpital. Mes blessures n'étaient pas trop graves, mais j'avais perdu beaucoup de sang car la coupure était à la tête, alors on m'a recousu. J'ai réussi à dire à mes parents, en tremblant, que j'avais paniqué, que j'avais couru et que j'avais trébuché. On pourrait facilement mettre cela sur le compte de la nervosité ou du fait que je n'avais pas marché là-haut depuis quelques mois, mais je sentais au fond de moi qu'il y avait quelque chose de plus profond que cela. Une partie instinctive de moi s'était sentie mal, et même si je n'osais l'avouer à personne, je n'avais pas été seul sur la colline. Ce n'était pas seulement le mauvais temps, c'était une sorte de brume étrange qui avait soit embrouillé mon cerveau, soit essayé de m'y attirer. Après cet incident, je n'allais plus me promener seul sur la colline, et je m'assurais toujours d'être accompagné d'un chien. J'étais tout simplement trop secoué, mais cela ne m'a pas empêché de profiter des splendeurs des collines. La dernière fois que j'ai marché dans les collines, c'était environ 1 an après le dernier incident, et j'avais maintenant 16 ans. Je commençais à me sentir beaucoup mieux à propos de ce qui s'était passé et j'ai commencé à rationaliser toute l'histoire dans ma tête. L'un de mes amis les plus proches était venu passer le week-end chez nous et nous avions passé la première nuit à nous coucher tard, à nous empiffrer et à grignoter tout ce que nous pouvions trouver dans le placard tout en jouant à Dungeons & Dragons. Le lendemain, notre divertissement s'est essoufflé et nous avons décidé de sortir un peu. Ceux qui connaissent le jeu le savent, jouer à Dungeons & Dragons à 2, ce n'est pas vraiment fun. Nous nous sommes réveillés tard et nous avons manqué le trajet jusqu'au village le plus proche avec ma mère.
Au lieu de descendre jusqu'à l'arrêt de bus, nous avons décidé de nous promener dans les environs et de monter la colline. Nous avons ri et plaisanté, et j'ai montré à mon ami l'endroit où je m'étais ouvert la tête, ainsi que le cairn au sommet de la colline. Et nous avons passé de bonnes heures à nous promener lentement sur les flancs de la colline. Une fois de plus, nous avons perdu la notion du temps, et il commençait à faire un peu sombre. Alors, nous avons commencé à rentrer chez nous. Une brume s'était installée, et je me sentais un peu désorienté, comme lorsque j'avais 15 ans. Cependant, j'ai respiré profondément, contrôlé mes émotions et continué à avancer calmement. Au bout d'un moment, mon ami a commencé à s'inquiéter à voix haute. Il m'a demandé si j'étais sûr qu'on allait dans la bonne direction. Je lui ai répondu oui avec confiance, en essayant de garder une voix assurée. Il y a eu une pause et nous avons marché en silence pendant 5 minutes. Il m'a demandé comment cela se faisait que ça prenne autant de temps, et il m'a redemandé si j'étais sûr de savoir où nous étions. J'ai tout simplement acquiescé. Mon ami a fait un geste en direction du paysage blanc. Je ne savais pas comment répondre à cette question. Je me fie toujours à mon instinct. J'aurais pu indiquer quelques formes de rochers que nous avions dépassés et que je connaissais bien. Mais je ne pense pas que cela aurait été très convaincant. Mon ami savait que je m'étais perdu ici une fois, et de toute évidence, cela jetait un doute sur la justesse de mon jugement. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé pour la première fois à quel point tout semblait d'une blancheur aveuglante. C'est alors que j'ai vu quelque chose d'autre dans la brume. En jetant un coup d'œil à mon ami, j'ai vu qu'il avait lui aussi aperçu la silhouette. Il était difficile de bien voir, mais on aurait dit que quelqu'un d'autre s'était fait surprendre par ce temps ridicule. Un pauvre bougre trébuché, l'air perdu. Je soupire et m'apprête à dire que je vais aller chercher la personne et la ramener avec nous, quand mon ami prend la parole en premier. « Écoute, pourquoi on n'irait pas lui demander notre chemin ?» me demande-t-il. J'ai étouffé un rire. D'une certaine manière, je ne pense pas qu'ils seront d'une grande aide. C'est probablement un touriste. » Mon ami m'a regardé avec incrédulité. « Qu'est-ce que tu racontes ? La personne a l'air bien plus sûre d'elle que nous, » me dit-il. J'ai regardé un coup d'œil à la silhouette, qui semblait être tombée, confuse. « Écoute, viens avant qu'il ne parte. » Mon ami a commencé à se diriger vers la silhouette. « Non !» Je l'attrape par le bras. Mon ami me demande ce qui se passe. J'ai parlé dans un murmure pressant. « Là, la chose là-bas, elle est debout ?» Mon ami a regardé la silhouette avant de se retourner et de rouler des yeux. « Ben oui !» me dit-il. J'ai regardé, mais j'étais sûr que la silhouette était bel et bien au sol, à tâtons. Je commençais à dire qu'on devrait y aller, mais mon ami m'a coupé la parole. Je lui ai dit « chut » et je lui ai demandé de baisser la voix. Je lui ai demandé de reculer lentement. Ce à quoi il m'a répondu « Oh, pour l'amour de Dieu, écoute, je vais juste prendre 1 minute pour aller demander au gars si on va dans la bonne direction, d'accord ?» J'ai secoué la tête, mais il a arraché son bras de mon emprise. Il m'a fait une grimace et s'est éloigné en direction de la silhouette. Je l'ai regardé partir, tandis que lui et la silhouette disparaissaient lentement de mon champ de vision. J'ai attendu 10 minutes, puis je suis rentré chez moi. À mon retour, j'ai dit à mes parents que mon ami et moi avions été séparés et qu'une équipe de recherche avait été appelée. Je ne savais pas si je devais mentionner la silhouette que nous avions vue, difficile à distinguer pour nous deux, mais avec des comportements si différents. Mais j'en ai parlé à la police lorsqu'elle est venue m'interroger. Je doute qu'ils m'aient pris au sérieux, compte tenu du fait que j'avais déjà eu de mauvaises expériences auparavant, et ils ont probablement conclu que j'avais eu une sorte d'hallucination. Après tout, beaucoup de gens montent, mais tout le monde ne descend pas. C'est une triste et malheureuse vérité. Mais aujourd'hui, avec le recul, je ne suis pas sûr que ce soit aussi simple que ça. Bien sûr, les accidents arrivent, mais je ne peux m'empêcher de me souvenir de ces 3 incidents. La même sensation de poils qui se hérissent contre ma chemise, la même sensation de brume qui se resserre autour de moi, le même pressentiment que quelque chose n'allait pas. Vous voyez, la silhouette était 2 choses à la fois. De mon point de vue, j'ai vu un touriste perdu, un pauvre bougre qui s'était écarté du chemin et n'était pas revenu avant d'être complètement désorienté. Mon ami, lui, a affirmé avoir vu quelqu'un qui était sûr de lui,
quelqu'un à qui il fallait demander de l'aide. Nous avons tous les deux vu quelque chose que nous étions attirés par l'idée d'approcher. Je n'ai rien vu, mais mon ami a tout vu. Quant à mon ami, ils ne l'ont jamais retrouvé. Après ce jour, je n'y suis plus jamais retourné. Aujourd'hui, j'ai déménagé et je suis en dernière année d'université à Aberdeen, heureux d'avoir avancé dans ma vie. Il m'est arrivé lors d'une sortie au pub avec des amis de croiser un groupe de touristes en route vers le nord. Ils nous posent souvent des questions sur les Highlands et nous demandent de leur raconter des histoires. Parfois, ils posent même directement des questions sur des créatures mythiques, comme le monstre du Loch Ness ou la Faye, et je leur raconte mon histoire. Normalement, ils hochent la tête et écoutent poliment, tandis que mes amis me reprochent d'essayer d'amadouer les touristes ou d'avoir la tête un peu molle en croyant aux fées et à d'autres choses du même genre. Mais il arrive parfois, après avoir ri de moqueries, que je croise le regard de quelqu'un, qu'il s'agisse d'un ami commun que je ne connais pas très bien, ou d'un buveur tranquille au bar qui écoute notre conversation. Quelqu'un qui a lui-même vécu en dehors des villes. Et nous partageons, l'espace d'un instant, une compréhension.